qui a le droit à 10 vœux. Ah oui? Ouais. Là maintenant, je peux faire 10 vœux. Vas-y. Bon, moi, je l'ai fait. Hein. Ouais. Parcoursup et l'orientation des futurs étudiants, c'est tout de suite avec nos invités. Non mais attends, c'est quoi l'histoire des 10 vœux là? On va t'expliquer, t'inquiète. Bonjour à vous et bienvenue dans cette seconde partie de Via Novo sommaire. Parcoursup, acte 2. À partir du 22 janvier, les futurs étudiants du supérieur pourront formuler leurs vœux en matière de formation. Parcoursup, est-ce le nouveau parcours du combattant? On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et puis Laurane Bassoul est avec nous, hein, notre experte en éducation. On parle d'éducation physique et sportive à l'école aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Bon, on va se remettre reprend au le sport. Très bien, très bien. Et puis vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Via Novo et nous poser toutes vos questions. Mais comme chaque jour, on commence bien sûr par la revue de presse de Marie-Jo. Alors, ma chère Marie-Jo, quoi de neuf aujourd'hui sur la planète presse? C'est pas génial, hein, c'est pas génial. Bon, pour une fois, on n'a pas l'impression de lire 10 fois la même une, parce que tous les quotidiens sont partis dans des sens complètement différents, mais c'est pas très optimiste, hein, je suis un peu désolée. On va commencer par Corse Matin, dont la une est carrément glaçante. Vous voyez, un restaurateur abattu à Sartène, c'est quand même le troisième homicide perpétré en pleine place Porte, devant témoins depuis les années 90 à Sartène. En haut, on revient sur Jacques Mariani face à la justice avec ses 350 000 € de parfums volés. Et en bas, on a ici, attendez, je ne sais plus où c'est, voilà, ici, là, les secours butent sur le stationnement anarchique à Ajaccio. On découvre donc que la vieille ville n'est pas si sécure que ça, parce que quand il y a un incendie chez vous, eh bien, vos voisins se sont mal garés et les pompiers n'arrivent pas jusqu'à chez vous. C'est quand même pas très très réjouissant. Non, on commence en effet avec une actualité un peu sombre. Un peu sombre, hein, c'est pas terrible chez nous, ça, c'est pas terrible pour notre île, pour la mentalité parfois qui y règne, mais c'est pas non plus très terrible ailleurs avec cette prise d'otage à Nairobi au Kenya. C'est France Info qui nous disait ce matin qu'il y avait au moins 15 morts dans l'attaque d'un complexe hôtelier à Nairobi. Bon, depuis l'attaque, c'est terminé, les terroristes ont été neutralisés et 700 otages ont été libérés. Et dans la presse nationale? Eh bien, on trouve de la colère à la une de l'Humanité. Vous le voyez avec réforme de la justice, la révolte des robes noires. En fait, 8000 avocats, nous dit Libé, magistrats et greffiers ont marché dans les rues de Paris hier contre une réforme jugée néfaste. Et c'est la même préoccupation pour le quotidien La Croix, qui titre Divorce des juges inquiets. Donc là, il y a un focus sur un aspect particulier de la réforme de la justice. Les magistrats s'opposent en fait à ces procédures de divorce qui pourraient se passer sans juge, parce qu'ils disent quand même que leur rôle est aussi un rôle de conciliation qui parfois débouche aussi sur une réconciliation entre les couples. Alors évidemment, pour le quotidien La Croix, qui reste un quotidien quand même catholique, on imagine que pour eux, c'est la bonne issue à un divorce, la réconciliation et donc l'absence du divorce. Mais en dehors de la dimension catholique et religieuse de cette procédure, c'est vrai qu'il serait quand même dommage que le rôle du juge disparaisse, parce que c'est vrai que c'est un conciliateur. Bon, alors puisqu'on parle de mariage, est-ce qu'on parle d'enfants aussi? Dans la foulée, écoutez, tant qu'à faire, puisque vous êtes sur votre lancée. Allons-y avec le Figaro qui titre sur, regardez, l'inquiétante baisse de la natalité qui se poursuit. Alors qu'en 2014, les Françaises avaient en moyenne 2 enfants, eh bien, elles n'en ont plus désormais que 1,87. Bon, alors on va pas faire la blague. On va pas rebondir. Ouais. Hein, La blague, voilà. On a dit que quand c'était évident, on rebondissait plus. Voilà. C'était les nouvelles résolutions. C'est ça, donc la blague du 0,87, on la fait pas. Par contre, on s'interroge pourquoi effectivement cette natalité chute. Parce qu'évidemment, il y a aussi des difficultés maintenant à élever les enfants, à concilier sa vie professionnelle et sa vie privée, évidemment la vie de parents, notamment de mères, de plus en plus de mères célibataires, et le coût que cela évidemment génère, parce que c'est cher d'élever un enfant, la cantine, l'école, tout devient cher finalement. Oui. Donc c'est pas évident. Et on voit aussi à la une du Figaro la photo de Theresa May, voyez, avec ce titre: après la sévère défaite de May au Parlement, le Brexit plonge dans l'inconnu. Évidemment, ça c'est un gros titre de nos confrères évidemment du Royaume-Uni. Le Brexit, c'est très mal engagé, c'est tellement mal engagé qu'on se demande maintenant s'il ne faut pas sortir de cette tentative de sortie de l'Europe. Oh, tout ça pour ça, hein. Oui. Ce serait tout de même un comble. Ça serait quand même un comble, oui. hein. Plus de 2 ans quand même. C'était juin 2016, le vote du Brexit, on n'arrive à rien. Bon, écoutez, on verra. Alors on profite quand même de ce petit pas vers hors de France, vers les États-Unis. Il était bon mon petit pas, pour découvrir le dessin de CAC qui est à la une de l'opinion. Il était beau, non, il était beau. Regardez le dessin de CAC, il est pas sympa. mal. Regardez, 20% de demandes d'asile en plus. Ah, ça doit être les Anglais. Voilà, justement, à cause de ce Brexit qui se passe plutôt mal. Et l'opinion s'intéresse à un autre,
du coup, ça illustrait un autre sujet, qui est le sujet épineux de l'immigration, évidemment, le débat piégeux des quotas. Alors, on nous dit, Emmanuel Macron a ouvert la piste d'objectifs annuels, c'est pour ne pas dire quotas, mais évidemment, ça ne trompe personne, donc tout en sachant que les quotas sont inefficaces pour juguler les flux. Mais l'exécutif pourra dire, nous explique l'opinion, que le sujet n'a pas été esquivé. Oh, c'est une manière de se dédouaner un peu. Un petit peu, hein, quand même. Oui. On l'imagine absolument. On va pas nous la faire. Oui, tout à fait, tout à fait. Et lorsqu'on parle d'immigration, très logiquement, tout de suite, on parle de chômage, de travail, de précarité. Et c'est à la une de Libération avec, regardez, ce titre, le salaire de l'Uber, faudrait dire Uber. Ah, Uber, le salaire de l'Uber, Uber. c'est le salaire de la peur. C'est, voilà, le jeu de mots marche mieux quand on le prononce pas Uber. Voilà, bon, écoutez, c'est une nouvelle qui est pas mauvaise parce qu'en fait, Libération nous dit qu'en reconnaissant le lien de subordination qui existe entre les auto-entrepreneurs et leurs plateformes, eh bien, la justice a ouvert la voie de la salarisation des travailleurs ubérisés. Alors, donc c'est un statut qui risque de s'améliorer. Oui, ça risque effectivement de les sortir un petit peu de la précarité. Alors après, comme nous sommes très égoïstes, nous sommes très contents qu'ils sortent de la précarité, puis on se dit on va peut-être payer nos Uber plus cher. Enfin, je ne sais pas, on verra bien. Vous savez, chacun voit toujours midi à sa porte. Oui. Enfin, ça semble positif en tout cas. Et puisque c'est mercredi et qu'on va parler beaucoup d'enfants aujourd'hui, eh bien, je reviens sur l'Express, pas forcément le titre principal, mais celui-ci, regardez, Jeunes et ruraux, le livre choc sur des vies empêchées. Et en fait, l'Express consacre 5 pages à l'essai de Salomé Berliou et Erki Maillard sur ces enfants oubliés de la République. Alors leur ouvrage s'appelle Les Invisibles de la République et ça ne traite pas en fait d'enfants issus de milieux défavorisés, mais simplement d'enfants, de gamins des campagnes, de petites villes ou de moyennes villes qui sont empêchés avant même d'avoir pu imaginer leur avenir. Et du coup, dans cet essai, les auteurs ont décidé de les informer, notamment sur les études auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé tout seuls. Donc on voit aussi de larges extraits de l'essai. De larges extraits de l'essai. Voilà. Et c'est vraiment tout à fait intéressant à lire. Parfait, merci beaucoup Marie-Jo. Et on vous retrouve en troisième partie. Oui, j'aimerais un petit peu parler avec vous d'éducation ailleurs. C'est ça, on parlera d'autres horizons, c'est toujours agréable. Laurane, vous nous emmenez en cours de sport, c'est-à-dire tout ce qu'on a voulu éviter toute notre scolarité, hein, avec des dispenses tendancieuses, n'est-ce pas? Non mais attendez, pour elle, moi, ça m'a sauvé la vie le sport. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, c'était ma meilleure note. Il y en a beaucoup pour qui c'est la meilleure note et c'est aussi important que le reste, hein, finalement. Oui, ça compte. Voilà, donc j'ai décidé de vous parler du sport parce que... On m'écoute, hein? Oui, bien sûr qu'on vous écoute. Bon, alors, 2019 commence avec les bonnes résolutions. Je ne sais pas si vous en avez prises, mais une qui revient souvent, c'est quand même de se mettre au sport et de manger sainement. Il y avait Nathalie tout à l'heure pour nous. Donc, on connaît l'importance du sport pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Là, c'est plus un secret. On se sent mieux dans notre peau, ça peut éviter certaines dépressions, ça nous permet de mieux nous connaître, etc. Donc, évidemment, tous ces aspects-là n'ont pas échappé à l'école. Non, c'est sûr. Donc, un peu d'histoire, Laurane. Ah oui, il y avait un petit peu d'histoire. C'est que vous adorez ça. Oui, j'adore. Donc, le sport à l'école existe depuis 1869. Mais... ça a resté quand même assez facultatif. Et ce n'est qu'en 1880, donc une dizaine d'années plus tard, que Jules Ferry rend l'éducation physique pas sportive à ce moment-là, on l'appelle l'éducation physique, obligatoire dans tous les établissements scolaires, pour les filles et pour les garçons. Donc les élèves faisaient à ce moment-là, du coup, environ 2 heures par semaine, le tir à la corde, gymnastique de maintien, exercices synchronisés, etc. Et c'est bien plus tard, en 1969, que l'éducation physique s'impose vraiment plus clairement dans le système scolaire en entrant dans le tiers-temps pédagogique, c'est-à-dire environ 6 heures par semaine. À partir de ce moment, il est vraiment question d'allier le corps et l'esprit, d'analyser ses erreurs lorsqu'on pratique du sport, celles de ses camarades, d'étudier le vocabulaire du sport, son histoire, etc. Donc, il y a vraiment une réelle prise de conscience qui se fait sur l'importance de l'éducation physique chez l'enfant. D'ailleurs, Jean-Pierre Soisson, qui était un homme politique à ce moment-là, en 1977, précisait, et c'est assez nouveau, les activités physiques ont un rôle irremplaçable dans le développement de l'enfant. Il ne doit pas y avoir de hiérarchie entre les disciplines dites fondamentales et le PS. Donc le PS, c'est pour ça que je dis, vous aviez de bonnes notes en sport, eh bien, ça remontait votre moyenne. Ça remontait votre moyenne, mais ça vaut autant être performant en sport, ça vaut autant qu'être performant en histoire géo ou en français ou que sais-je. Donc le PS, qui était sous la tutelle de
plusieurs ministères, qui avait été sous la tutelle de plusieurs ministères, à partir des années 80, est sous la tutelle de l'éducation nationale, en faisant rentrer cette discipline sous plusieurs finalités: la santé, la sécurité, la solidarité et la responsabilité. Alors, Voilà. du sport, d'accord, mais quelles compétences sont visées, Laurent, rapidement? Alors, le but, ce n'est pas de faire des sportifs de compétition, évidemment. Ça, c'est pour les activités plus extrascolaires ou l'UNSS. L'UNSS, c'est l'Union nationale du sport scolaire, mais en dehors des heures de classe. Donc, 5 grands domaines de compétences. D'abord, développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps. S'approprier des méthodes et des outils par la pratique physique et sportive. Partager des règles, ça c'est très important. Assumer des rôles et des responsabilités. Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière. Et s'approprier une culture physique, sportive et artistique. Merci beaucoup, Laurane. On conclut en disant que voilà, on ne néglige surtout pas le sport. Non, et puis ça vaut le coup d'en faire aussi en dehors de l'école par des sports individuels ou collectifs. Individuels, pourquoi pas le tennis, Je salue le tennis club du Cazone qui nous regarde tous les jours d'ailleurs. Voilà. Un peu plus le mercredi, il me semble. Peut-être, je On ne les sais pas. salue, nous aussi. On À les tout salue, nous hasard. aussi. Ouais, ouais. Allez, il est 12h36, c'est l'heure du débat de Giano. Parcoursup, c'est la porte d'entrée de l'enseignement supérieur. Dès le 22 janvier prochain, la plateforme nationale d'admission en ligne permettra aux lycéens, aux apprentis, aux étudiants en réorientation de se préinscrire et de déposer leurs vœux de formation. Alors Parcoursup, Parcours du combattant ou clé des champs pour le supérieur, nos invités répondent à toutes les questions et nous donnent leurs conseils pour bien appréhender cette étape importante dans le cursus estudiantin. Nous accueillons donc Vanina Pasqualini, vice-présidente en charge de la formation et de la vie universitaire de l'Université de Corse. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et André Pacou, référent Parcoursup de l'Académie de Corse. Bonjour. Bonjour. Et puis Laurane Bassoul, vous restez vous avec nous en tant que grand témoin, n'est-ce pas, professeur de français. Vous échauffez. C'est ça. Après tout ce sport, vous avez bien un truc à dire sur Parcoursup. Essayez. Allez, Parcoursup saison 2. Comment prépare-t-on l'ouverture des inscriptions côté lycée? Parce que c'est l'essentiel du public, je suppose. André Pacou, est-ce que ces lycéens sont sensibilisés? Oui, mais ça me permet aussi d'ajouter que pour Parcoursup peuvent effectivement s'inscrire à la fois ceux qui vont être nés au bachelier, on leur souhaite évidemment, des étudiants en réorientation et puis des étudiants qui sont effectivement déjà en activité. Donc le public est plus large, d'accord? Et il est évidemment, quand on observe la première année de Parcoursup l'année dernière, on voit que cette partie du public-là que je viens compléter avec les néo-bacheliers est conséquente. Donc voilà, donc ça se passe, eh bien ma foi, par un accompagnement personnalisé des élèves. Vous savez, dans Parcoursup, avec la nouvelle loi qui sous-tend Parcoursup, il y a eu désignation de 2 professeurs principaux par classe de terminale. Ce qui veut dire simplement qu'au lieu de suivre 30 élèves dans une classe de 30, eh bien, un professeur principal suit 15 élèves. Donc on favorise l'accompagnement personnalisé. Et puis après, il y a évidemment beaucoup d'outils de communication. Il y a des sites extrêmement bien faits. Par exemple, le site Parcoursup est ouvert depuis le 20 décembre pour les gens qui souhaitent s'y inscrire en termes d'information. Et là, ils peuvent découvrir déjà toutes les formations qui sont inscrites par Parcoursup. C'est quasiment la totalité des formations du supérieur en Corse. Alors, le dépôt des vœux, la formulation des vœux commencera donc le 22 janvier jusqu'au 14 mars. Combien de vœux en tout? Est-ce qu'il suffit simplement, très concrètement, d'inscrire le nom de l'établissement de son choix avec le nom en précisant simplement la filière? C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Oui, eh bien, il faut évidemment apporter un certain nombre de précisions, donc la licence ou le BTS, etc., l'établissement. Donc les jeunes peuvent effectivement émettre jusqu'à 10 vœux non hiérarchisés. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'effectivement, avec l'ancien système APB, lorsque vous étiez pris sur votre premier vœu qui était accepté, eh bien, les autres vœux tombaient. Ça s'annulait.
Voilà, ça s'annulait. Donc là, par contre, on a justement une nouvelle modalité de fonctionnement avec en plus un délai qui est laissé aux candidats pour pouvoir, pendant une semaine, en début de procédure, réfléchir à, s'ils ont plusieurs propositions, ils en prennent une, ils en retiennent d'autres, ils disent bon, j'attends, je réfléchis, et ils peuvent changer pendant cette semaine. Alors ce délai est évolutif. Donc en fait, et à côté de cela, il y a toujours cet accompagnement des professeurs principaux, des psychologues de l'éducation nationale, des enseignants en général. Hein. Donc il y a ça. Alors moi, sur cette partie de la phase des vœux, je vous remercie d'en parler parce que c'est un moment stratégique. C'est vraiment un moment important. Il faut absolument que les futurs étudiants prennent conscience que cette période-là, c'est celle qui va faire d'eux des candidats. Si ils ne sont pas calés sur les bonnes dates, vous avez parlé donc effectivement du 14 mars, où il faut énoncer au moins un vœu. Et puis après ce vœu, il faut le confirmer pour le début avril, le 3 avril. Donc effectivement, si les étudiants loupent la date du 14 mars, futurs étudiants, eh bien ils ne pourront pas confirmer, ils n'ont pas de vœu. Et ceux qui ont émis un vœu ou plusieurs, parce qu'on conseille d'émettre plusieurs vœux évidemment, s'ils ratent la date du 3 avril, eh bien ils ne seront pas candidats. Hein, et ça, c'est extrêmement important. Alors, il faut absolument que pendant toute cette période-là, il y ait vigilance. Je tiens à dire que l'année dernière, entre les inscriptions début janvier sur Parcoursup et puis cette confirmation des vœux, nous avons perdu 250 lycéens. Donc, Donc là, il y a vraiment un enjeu de vigilance. 10% des candidatures lycéennes. Et d'information et de sensibilisation. Vanina Pasqualini, vous, en tant qu'établissement supérieur, est-ce que vous intervenez dans cette première phase de formulation des vœux ou moins, si ce n'est que pour proposer vos formations et vos filières, je suppose? Nous, on a une partie assez importante, notamment pour fournir des informations, mais à l'intérieur de Parcoursup. Et c'est effectivement à ce niveau-là où les candidats vont pouvoir trouver un très grand nombre d'informations, notamment caractéristiques de toutes les formations, avec l'organisation des enseignements, mais aussi les métiers visés, et ça, c'est important. Il y a une deuxième information aussi qu'ils peuvent trouver, ce sont les attendus nationaux et locaux de ces formations, sur lesquels ils vont pouvoir, en fait, avoir connaissance de tout ce qui est compétences nécessaires pour rentrer dans une formation. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Quelqu'un qui veut aller, par exemple, en maths, il faut qu'il ait un niveau suffisant, par exemple, en maths, ou avoir des compétences suffisantes en maths. Donc toutes ces informations sont disponibles sur Parcoursup. Et il y a une autre information qui est aussi essentielle, c'est que vous avez, les candidats peuvent avoir la lisibilité sur les éléments qui vont être pris en compte pour classer, en fait, l'ensemble des candidats. À savoir, par exemple, certaines commissions, au regard de certaines formations, vont choisir, par exemple, vont plutôt regarder les notes de première, les notes de terminale, plus particulièrement en maths, en physique, en SVT, en sciences de la vie et de la terre, ou plus particulièrement en français, les notes du bac français, ou les notes d'histoire géo. Donc ce sont en fait des informations très importantes, parce qu'en fonction des résultats, je dirais, que le candidat a obtenu, ça peut permettre effectivement d'avoir déjà une espèce de stratégie par rapport aux vœux en fait qui doivent être formulés. Et peut-être pour revenir sur les vœux, effectivement, il y a une réflexion, il y a quand même une période de 2 mois là sur lequel ils ont le temps de réfléchir. Et ce qui est important, à mon avis, c'est quand même d'avoir des choix qui soient relativement stratégiques. Comme par exemple, ne pas faire que des choix sur des formations qui sont des formations sélectives, parce que sur une formation sélective, je prends l'exemple des DUT. Les DUT sont des formations sélectives. On peut avoir une réponse oui et on peut avoir une réponse non. Donc, il faut pouvoir se retourner. Il faut pouvoir se retourner. Et dans un deuxième temps, donc, il y a les formations sélectives et puis ensuite, après, il y a les formations qu'on appelle en tension. Ces formations en tension, toutes nos formations ont des capacités, une limite de capacité d'accueil. Je vais prendre, nous, on a 2 formations qui sont en tension. C'est surtout la filière, la licence STAPS et la première année commune d'accès aux études de santé, la PACES. Donc là, il y a une capacité d'accueil qui est limitée. Nous, l'objectif au niveau de l'université, on va faire un classement des candidatures. Comment se fait ce classement? Quels sont les critères de sélection? Ce sont des commissions et chaque commission, il y a une commission en fait par formation et c'est ce que je vous disais, en fait ce sont différents éléments qui sont pris en compte. Par exemple, pour aller en PACES, on va regarder un petit peu plus, la commission va regarder un petit peu plus les notes en maths, les notes en SVT, les notes en physique, effectivement, et d'autres formations sur d'autres compétences, effectivement. Donc c'est important de faire un choix stratégique
stratégique de ne pas choisir que des formations sélectives ou que des formations en tension. Ça, c'est important. Laurane, est-ce que vous... Alors, vos élèves sont un peu jeunes, ils sont en 3e. Mais comment ils se préparent à ces grandes orientations? Et peut-être, est-ce que la réforme du bac va aider à mieux orienter les jeunes bacheliers? Alors, dans un premier temps, déjà, les élèves de 3e se préparent plus à leur orientation pour le lycée. Il y a d'ailleurs un parcours avenir qui se développe au collège. Moi, mes élèves ont 1 heure par semaine de parcours avenir. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont apprendre à faire lettres de motivation, CV, ce qui va être demandé plus tard sur Parcoursup. Donc, ça leur donne déjà des billes, des clés pour pouvoir un petit peu se préparer à ce qu'on va attendre d'eux plus tard. Ensuite, concernant la réforme du bac et les spécialités, les enseignements de spécialité qui vont être choisis par les élèves, peut-être qu'effectivement, le fait d'être spécialisé dans telle ou telle discipline va leur faciliter la tâche pour après choisir les enseignements qu'ils veulent suivre dans le supérieur. André Pacou, Vanina Pasqualine, quand on sait qu'il y a 14 000 formations disponibles sur Parcoursup, on se met à la place d'un élève moyen dans une filière générale qui n'a pas forcément arrêté son choix de carrière. Il se retrouve... c'est assez impressionnant, tout ce choix. Comment on le guide, André Pacou? Écoutez, d'abord, effectivement, il y a tout ce travail en amont de préparation depuis la fin de collège et puis avec la réforme du lycée, du LGT, voire même du lycée professionnel, ça va être renforcé cet accompagnement puisqu'il y aura un volume d'heures consacré dédié à l'orientation, 54 heures. Donc il y a tout cet accompagnement qui permet au fur et à mesure de construire une réflexion chez chaque élève. Et puis après, il y a aussi, je dirais, des logiques du système. Il est bien évident que nous insistons beaucoup sur la question de la continuité des parcours. On sait très bien, par exemple, qu'un bac professionnel qui va aller en licence risque d'être mis en difficulté. Par contre, un bac professionnel, il est préparé, on parlait des attendus, Vanina parlait des attendus tout à l'heure, il est préparé, par exemple, pour des BTS. Et là, on a donc à construire des parcours, à faire comprendre aux élèves qu'il y a une continuité aussi pédagogique. Par exemple, il est vrai que pour les licences, ce sont des bacs généraux. Pour les DUT, ce sont des bacs techno. Alors, il peut y avoir des bacs généraux en DUT, il peut y avoir des bacs techno en BTS, c'est pas aussi rigide que ça. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a des logiques de continuité pédagogique, c'est-à-dire que ce qu'on vous apprend en amont, doit trouver une suite cohérente avec ce que vous allez devoir apprendre en aval, après. Donc ça, c'est quelque chose qui, effectivement, pour nous, est extrêmement important. Et je tiens à préciser, d'ailleurs, que dans Parcoursup, nous établissons des quotas. Des quotas, par exemple, au niveau académique, de bac professionnel en BTS, et des quotas de bac techno en DUT, simplement pour, effectivement, favoriser cette continuité de parcours de manière, je dirais, structurelle, l'organiser. Vanina, si malgré tout on s'est trompé, on a fait un mauvais choix, est-ce qu'on a la possibilité de se réorienter à un moment ou à un autre ? Alors, des possibilités, en tous les cas, là, sur la période, je dirais, sur le temps court, il y a du 25 juin au 14 septembre, il y a ce qu'on appelle la phase complémentaire. Il y a toujours la possibilité pour un étudiant qui s'est déjà inscrit dans Parcoursup de compléter ses choix ou de faire d'autres choix. Après, au niveau de l'université, nous, et bien évidemment, il existe la possibilité de passerelle ou de réorientation au niveau des différentes formations. Ça, c'est le cas également en première, en deuxième année. Et si après on l'a entamé, il faut peut-être se représenter l'année d'après, non ? Effectivement, mais il y a des possibilités de passerelle, notamment à l'issue du premier semestre et même à l'issue de la première année, avec des équivalences en fait. D'accord. Voilà. Bon, l'essentiel, c'est quand même l'orientation. Et je crois que l'université organise un salon la semaine prochaine. Tout à fait, le 23 janvier. Donc, l'université organise le salon de la formation et de l'orientation. Donc, de 8h30 à 13h dans la halle des sports universitaires, où seront présents plus de 20 stands, où on va pouvoir retrouver une partie des enseignants, les responsables pédagogiques, des étudiants également, qui pourront avoir et apporter leur expérience. Mais également, il y aura des référents métiers, des personnes qui pourront apporter leur expérience professionnelle par rapport à différents métiers. On aura également présent le service commun de la formation continue,
Donc ça, c'est plus à viser de personnes en fait qui souhaitent se réorienter professionnellement. Et bien évidemment, le CFA universitaire pour tout ce qui concerne l'apprentissage et l'alternance. Et c'est un salon qui est vraiment dédié aux lycéens. Il y a la gratuité d'ailleurs du train sur la journée du 23. Les lycéens, les parents, sans aucun problème, seront les bienvenus lors du salon. Les parents acceptés. Très, très volontiers. Et toutes les personnes qui souhaitent se réorienter professionnellement, puisqu'on aura aussi le service de la formation continue. André Pacou, que faire si on n'a pas de réponse positive à ses vœux? Alors, je rappelle que la phase d'admission se déroulera entre le 15 mai et le 19 juillet. Que fait le candidat? Bien, vous pouvez participer à la phase complémentaire dont vient de parler Vanina, avec quand même aussi cette précision. Les demandes à ce moment-là ne peuvent se faire que sur les places qui demeurent vacantes. Donc j'insiste sur l'importance de la phase des vœux qui va jusqu'au début avril, ce que je disais tout à l'heure. Donc cela, il faut le dire. Mais il y a cette possibilité. Deuxièmement, il existe aussi ce qu'on appelle une commission académique d'accès à l'enseignement supérieur qui permet, qui peut être sollicité par les candidats qui n'ont pas de perspective ou qui ont des vœux en attente, parce qu'il peut y avoir le système des vœux en attente. Et évidemment, à ce moment-là, nous interpeller, nous demander ce qu'il en est d'autres possibilités. Ils auront droit à un accompagnement en orientation. Ce qui est extrêmement important, je crois qu'il faut souligner, c'est que cet accompagnement-là, il est permanent. Oui. Il est permanent, et ça, j'insiste, parce qu'il ne faut pas que les jeunes, à un moment ou à un autre, ou les familles, se retrouvent dans une situation de sentiment de solitude. S'il y a un problème par rapport à l'accès à l'enseignement supérieur, il faut qu'ils aillent voir les interlocuteurs que j'ai cités tout à l'heure. Il faut qu'ils aillent à leur rencontre. Il faut qu'ils disent leur interrogation. Et on peut absolument trouver des solutions. J'insiste aussi sur une chose, c'est la richesse des formations en Corse. Nous avons près de 70 formations. Et on peut toutes les découvrir sur Internet d'ailleurs. Nous avons cette année intégré les instituts de formation soins infirmiers. Ça, je tiens à le préciser aussi. On enrichit l'offre. Merci beaucoup. Merci beaucoup André. Ça sera le mot de la fin. Merci Vanina également. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie de Viano. On va continuer à parler éducation, mais à travers le monde. Voilà, on va s'ouvrir un petit peu plus. Allez, à tout de suite.